Bien. Alors après avoir fait la partie back-end, on a montré comment créer une API REST. Donc je vais, si vous voulez, avant de passer à la suite pour vous montrer comment créer la partie front de l'application, je vais d'abord vous présenter les concepts de base de Angular. C'est un framework qui est très intéressant, qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, parce que vous en aurez besoin aussi bien pour développer les applications web que les applications mobiles. Pratiquement, c'est inévitable. Alors, Angular, on va essayer de définir ce que c'est Angular. Bon, Angular, d'abord, c'est un framework qui permet de créer la partie front-end des applications web. Alors, sachant que généralement, dans une application, en principe, il y a ce qu'on appelle la partie back-end. Bon, la partie back-end, c'est la partie de côté serveur, généralement que vous développez avec une technologie. Donc, c'est la partie souvent la plus importante d'un projet. Alors, pour développer la partie back-end, souvent vous faites appel à des technologies comme PHP, J2E, .NET, Node.js et d'autres technologies. Et bien sûr, souvent vous aurez besoin de créer pas mal de choses, la couche DAO, la couche métier, et après vous créez une API REST. Bon, généralement, c'est un web service, c'est des services REST, des web services de type RESTful, qui sont développés, qui sont disposés, qui sont déployés dans le serveur pour répondre aux besoins, bien sûr, des applications clientes. Alors, la partie back-end, nous, ça ne nous concerne pas dans cette partie. Ce qui nous concerne plutôt, c'est comment créer la partie front-end de l'application. Alors, pour développer la partie front-end de l'application, l'un des frameworks que vous pouvez utiliser, c'est Angular, qui permet de créer la partie front des applications web de type Single Page Application. Alors, SPA. Alors en fait, une application SPA ou bien une application Single Page Application, c'est quoi? C'est une application web qui se compose d'une seule page HTML. Alors généralement, vous trouverez une seule page index.html. Mais pratiquement dans cette page, on va essayer de faire toute la logique de présentation de l'application web. Alors pour cela, bien sûr, cette page HTML, il a besoin d'utiliser JavaScript souvent. Alors, il faut un framework JavaScript qui va vous permettre, bien sûr, d'abord de se charger de la partie IHM, c'est-à-dire qui va présenter les données de l'application au format HTML. Mais également, il a besoin du framework parce qu'à un moment donné, vous aurez besoin d'interagir avec la partie back-end en envoyant des requêtes HTTP. Alors si vous voulez, d'une manière générale, une fois que cette page s'affiche, à un moment donné, pour récupérer des données, Angular envoie des requêtes vers la partie back-end. Souvent, il récupère des données au format JSON. Et après, ces données-là vont être formatées au format HTML. Ils seront affichés quelque part au niveau de la page. Alors pour cela, en principe, le framework offre tous les outils nécessaires qui permettent de faciliter ce travail. Alors, si vous voulez travailler avec Angular, en principe, il faut juste avoir une idée sur les différentes versions d'Angular. Alors, d'abord, il y a Angular 1, c'est ce que nous appelons AngularJS. Pour ça, c'est le framework le plus populaire, c'était la première version d'Angular. Il est populaire depuis il y a des années. Donc, en fait, il se base sur une architecture MVC côté client. Et les applications de Angular 1 sont développées avec JavaScript. Alors ça, jusqu'à il y a quelques années, il y a 3 années, pas plus, jusqu'à il y a quelques années, et après par la suite, il y a une nouvelle version de Angular qui a été créée, c'est Angular 2. En fait, Angular 2, c'est ce que nous appelons tout simplement Angular, tout court, qui est complètement différente de la version AngularJS. Alors d'abord, c'est une réécriture complète de Angular, c'est-à-dire les fondements de base ont complètement changé. Donc ça veut dire quelqu'un qui programme avec AngularJS, qui a l'habitude de programmer avec l'ancienne version d'Angular, c'est-à-dire Angular 1, quand il va passer sur Angular 2, c'est toute la logique de programmation qui va changer. Alors en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette version? D'abord, c'est une réécriture complète de Angular 1. Il est plus performante, donc ça c'est très important, mieux structuré. Et si vous voulez, ça représente le futur de Angular, donc déjà on est là. Et après, par la suite, les applications de Angular 2
Vous savez que l'un des problèmes qui sont posés dans JavaScript, quand vous allez écrire une grande application avec JavaScript, ça devient très compliqué. Parce que JavaScript, c'est pas un langage structuré. Enfin, il est structuré, c'est-à-dire il n'est pas forcément orienté objet dans JavaScript. La manière avec laquelle vous programmez, généralement, complique les tâches quand l'application devient relativement assez importante. Alors, ce qui fait que pour les développeurs qui ont l'habitude de faire de la programmation orientée objet avec des langages comme Java ou C# ou d'autres langages de programmation, quand ils programment avec JavaScript, et il faut quand même il faut s'y habituer. Enfin, il faut s'y habituer, mais surtout donc il faut avoir un très bon niveau au niveau de la programmation JavaScript pour créer une grande application JavaScript. Alors, quoique c'est très simple, mais comme le langage n'est pas très structuré, c'est un peu assez compliqué. Alors, c'est la raison pour laquelle on va dire que JavaScript, si vous voulez, a évolué, il va encore évoluer dans le futur. En attendant, bien sûr, donc, le futur du JavaScript, si vous voulez, il y a un langage qui a été créé qui s'appelle TypeScript. En fait, TypeScript, c'est un langage qui a été créé et qui permet d'écrire des applications JavaScript. C'est-à-dire, au lieu d'écrire directement avec JavaScript, vous utilisez un autre langage qui s'appelle TypeScript. Lui, c'est un langage qui est beaucoup plus structuré, dans lequel vous pouvez faire de la programmation orientée objet, ça veut dire que vous pouvez créer la notion des classes, des interfaces, avec le principe de l'instanciation. Donc, vous allez retrouver a priori les fondements de la programmation orientée objet. Alors d'ailleurs, en fait, la personne qui a, le fondateur, en fait, la personne qui a contribué au développement de TypeScript, c'est la même personne qui a développé le langage C#. Alors maintenant, TypeScript, c'est un langage qui est utilisé pour développer des applications JavaScript. Comment? Ça veut dire que le développeur, il va écrire son application avec TypeScript, mais après, les navigateurs, bien sûr, les browsers ne reconnaissent pas TypeScript pour le moment. Ils connaissent que JavaScript. Donc ça veut dire qu'il nous faut un moyen qui permet de transpiler, de convertir TypeScript en JavaScript. C'est ce qui va se passer. Vous écrivez une application avec TypeScript, et après il y a un compilateur ou bien un transpiler qui va se charger de convertir ce que vous écrivez de TypeScript vers JavaScript. Donc, c'est une nouvelle manière en quelque sorte de créer des applications JavaScript, c'est TypeScript. Mais en même temps, en fait, le TypeScript, il respecte les normes de ECMAScript 6, c'est la norme qui représente, si vous voulez, le futur de JavaScript. C'est-à-dire, on suppose que dans quelques années, tous les navigateurs, finalement, ils vont reconnaître le format TypeScript, c'est-à-dire le format ECMAScript 6, qui est la syntaxe de TypeScript. À ce moment-là, donc, vous n'aurez plus besoin réellement de transpiler, de convertir, mais en attendant, donc, le problème n'est pas posé parce que quand vous écrivez donc, des applications avec TypeScript, donc, ils seront transpilés sans convertir en JavaScript. Donc, ce n'est pas à vous de le faire. C'est bon? Alors donc Angular 2 est basé donc sur une programmation basée sur les web components, les composants web. Alors que ici donc Angular JS est basé sur le pattern MVC. Alors ici donc on va retrouver quelque chose de plus développé dans HTML5. D'ailleurs l'un des apports dans HTML5 c'est les composants web, les web components. Donc Angular il va exploiter donc ce mécanisme de façon à présenter un cadre ou bien un framework qui permet d'utiliser ce concept pour faciliter le développement des applications. Alors, après la version 2, bien sûr, il y a la version 4. Alors, comme vous pouvez le constater, donc, pas de version 3. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que la version 3 donc, a été abandonnée. Il y avait beaucoup de complications, beaucoup de conflits dans le projet. Et du coup, donc, il a été abandonné pour passer directement vers la version 4. Alors, c'est quoi Angular 4? C'est une simple mise à jour de Angular 2. C'est-à-dire, si vous travaillez avec Angular 2 ou bien Angular 4, c'est la même chose. En revanche, c'est complètement différent de Angular 1. Alors, donc, le cours que nous allons faire aujourd'hui concerne la partie Angular 4, c'est-à-dire l'équivalent
Pour Angular 4 ou bien Angular 2, c'est la même chose. Alors, donc, juste avant de vous montrer l'architecture des applications basées sur Angular, donc un petit mot d'abord sur TypeScript. Donc, comme je disais, pour développer une application Angular, il est recommandé, quoique vous pouvez écrire des applications en JavaScript, c'est pratiquement Angular 2 si vous voulez écrire des JavaScript, je vais toujours le faire, mais il est recommandé d'utiliser donc TypeScript qui est compilé directement en JavaScript. Alors, autrement dit, vous écrivez du TypeScript et après il y a un compilateur, un transpiler qui va convertir donc TypeScript en JavaScript. Alors donc, ça je le disais tout à l'heure, donc Single Page Application, donc la signification c'est quoi? C'est que vous avez dans la partie dans Angular, plutôt dans l'application web, il y a une seule page unique, index.html, et après il y a un framework derrière Angular qui va construire ce qu'on appelle le contexte de l'application. Et c'est donc ce contexte de l'application, bien sûr, vous avez l'impression que vous avez plusieurs pages dans votre application, mais en réalité, c'est une seule page. Et c'est très utile pour améliorer la qualité des applications. Alors, si vous voulez donc travailler avec Angular, donc si vous voulez l'utiliser, alors vous avez le site de angular.io, Quick Start, en principe vous allez trouver, c'est-à-dire la démarche à suivre pour pouvoir débuter avec Angular. Bon, comme vous pouvez le constater, la première des choses qu'il faut faire, c'est que vous aurez besoin d'abord d'installer Node.js. Alors en fait, Node.js, donc c'est la première étape à faire. Donc Node.js, c'est un outil qui vous installe un outil qui s'appelle NPM, Node Package Manager, qui est pratiquement utilisé par tous les développeurs JavaScript. C'est avec NPM que vous pouvez télécharger des dépendances. C'est avec NPM que vous pouvez même inclure donc, les dépendances dans votre projet. Alors c'est pour cela donc la première des choses que vous allez faire quand vous allez donc travailler avec Angular, c'est d'abord s'assurer que vous avez installé Node.js. Alors une fois que Node.js est installé, donc pratiquement vous avez vous téléchargez par exemple la version 6, la version actuelle, bon il y a la version 7, mais en principe ici donc je suppose que j'ai installé la version 6. Donc une fois que Node.js est installé, donc je suppose que c'est pratiquement un acquis qui devrait être fait. La première des choses que vous allez faire, vous allez utiliser donc l'outil NPM. Alors NPM donc c'est Node Package Manager avec sa commande install -g, ça veut dire global, et vous installez ce qu'on appelle Angular CLI, c'est Command Line Interface. En fait, Angular CLI, donc c'est le premier outil, c'est la première dépendance que vous allez installer dans votre machine, en fait, qui va vous permettre d'installer des outils qui sont fournis par Angular. Alors après, vous allez voir, il y a un certain nombre de commandes que vous devrez savoir utiliser et qui sont fournis par Angular CLI et qui vont vous permettre de créer un projet Angular, de générer des composants, générer des services, compiler l'application, créer un build, faire pas mal de choses. Donc ça veut dire que pratiquement sans Angular CLI, c'est très compliqué de mettre en place une application basée sur Angular. Donc, alors bien sûr, donc npm install, donc cette opération consiste à se connecter à Internet. Vous demandez npm, connecte-toi à Internet, essaye de chercher un module ou bien une dépendance qui s'appelle Angular CLI, donc qui va être téléchargé. Une fois qu'il est téléchargé, donc il va être placé quelque part dans votre machine. L'option globale, ça veut dire qu'il sera disponible sur ligne de commande pour tous les projets. Vous n'avez pas besoin de le faire pour chaque projet, mais en tout cas, vous le faites une fois pour tout. Alors, une fois que vous avez, donc, je rappelle, donc vous avez installé Node.js, vous avez installé donc Angular CLI. Maintenant, une fois que c'est fait, la première des choses que vous faites, vous créez un projet Angular. Alors, pour créer un nouveau projet Angular, on va utiliser donc la commande ng. Donc, ng, c'est Angular CLI. New. Et après, vous spécifiez le nom du projet. Alors, par exemple, ici, le projet s'appelle First App. Alors, cette opération, qu'est-ce qu'il va faire? À nouveau, Angular CLI, il va vous générer la structure du projet, parce qu'il y a beaucoup de fichiers qui vont être générés dans votre projet. Et en même temps, il va télécharger les dépendances.
Parce qu'en fait, votre projet il a besoin d'un ensemble de dépendances de modules JavaScript. Il va lancer donc l'outil npm à la fin pour télécharger l'ensemble des dépendances de cet outil. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors ici, donc, je suppose que je vais faire cette opération sur ligne de commande. Alors, ça suppose que vous avez une connexion Internet. Alors, CD. Alors, je suis dans un projet, dans un workspace par exemple, dans le workspace Angular 2. Et après, donc, si je veux créer un nouveau projet, je vais utiliser la commande ng new, c'est bien ça? Voilà. New, et après, donc, je vais l'appeler par exemple Angular for. Je l'appelle comme ça. Ça, c'est l'application, une simple application Angular 4. Alors, comme vous pouvez le constater, donc, cette opération, c'est bien sûr, je suis connecté à Internet. Il vous génère rapidement donc, le squelette du projet. Et vous savez, on va voir tout à l'heure le détail du projet. Et comme c'est un projet qui utilise donc Node.js, dans un projet Node.js, il y a un fichier de dépendance qui s'appelle package.json. Alors, en fait, package.json, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la liste des dépendances que vous utilisez dans le projet. C'est à peu près l'équivalent pour le cas de Java J2E, de pom.xml pour Maven, n'est-ce pas? Parce qu'à chaque fois que vous voulez ajouter une dépendance dans votre projet, si vous travaillez avec Maven, vous la déclarez dans le fichier pom.xml. Mais pour les projets JavaScript, pour la partie front des applications, donc on utilise donc, ce fichier package.json qui contient les dépendances. Et après, si vous voulez installer les dépendances d'une manière générale d'un projet, vous voyez donc d'ailleurs, vous voyez ici la commande quelque part. Bon, ça vous la voyez, oui, c'est ça, via npm. Donc en principe, quand on utilise npm install dans un projet, automatiquement npm, notre package manager, il va lire le fichier package.json, il trouve donc les dépendances et après il commence à télécharger. Donc c'est presque le même système que Maven. Bien sûr, c'est pas dans le même cadre, parce que Maven c'est plus pour la partie backend, c'est-à-dire c'est la partie des applications Java J2E. Et là, c'est pour la partie front-end des applications web. Alors, cette opération, l'installation du package, ça prend un peu de temps parce qu'il y a quand même beaucoup de packages, beaucoup de dépendances qui vont être installées. Alors, je le laisse tranquillement. Il va installer, on va le voir tout à l'heure. Une fois que vous l'installez, donc une fois que vous installez donc avec ng-new, alors par la suite, donc si vous voulez démarrer vous voulez tester l'application, on peut utiliser la commande ng-serve. Alors en fait, ng-serve, donc c'est une commande qui permet de Angular CLI qui permet de démarrer un petit serveur local, un serveur web local si vous voulez, basé sur Node.js, et qui utilise par défaut le port 4200. Mais en même temps, ng-serve, bien sûr, il va compiler, il va construire l'application. Parce qu'en fait, l'application est écrite avec TypeScript. Donc, cette opération, bien sûr, avant de pouvoir tester l'application, on a besoin de transpiler TypeScript en JavaScript. Il a besoin de faire un tas de choses, donc vous allez voir. L'essentiel, c'est que quand vous utilisez ng-serve, vous attendez un petit moment, il démarre le serveur. Et après, si vous voulez tester votre application, vous tapez http localhost 4200. Et après, vous allez voir, il y a une page par défaut qui s'affiche. Alors tout à l'heure, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette page et comment gérer la logique de présentation dans le reste de l'application web. C'est bon? Alors, une fois que vous avez donc démarré le projet, vous avez testé, maintenant, il faut développer. Alors, pour développer, vous avez besoin d'un éditeur, vous aurez besoin d'un IDE pour éditer le projet. Bon, il existe plusieurs IDE qui peuvent être utilisés. Bon, il y a des IDE professionnels, tels que par exemple WebStore. Alors ça, c'est l'un des éditeurs, d'ailleurs, c'est celui que nous allons utiliser.
de JetBrains. Alors vous savez que JetBrains, donc c'est un éditeur qui dispose de toute une collection d'IDE. WebStorm, c'est pour développer des applications web, côté front, uniquement. PHP Storm, c'est pour développer en PHP. IntelliJ, c'est pour développer des applications Java, J2E. Et après, vous avez toute une série, mais c'est des logiciels qui sont payants. C'est-à-dire qu'ils nécessitent une licence, mais bien sûr, dans le domaine académique, vous avez la possibilité donc de récupérer une licence, bien sûr, pour l'éducation. Donc, c'est gratuit. Alors, il suffit juste de faire la demande, d'envoyer un mail, etc. Donc, en principe, vous pouvez recevoir légalement la licence de cet outil. Alors, en tout cas, donc, c'est très conseillé. C'est l'un des IDE les plus, si vous voulez, utilisés par les entreprises qui font le développement front, et le développement des applications web côté front. Mais sinon, vous avez également Visual Studio Code. Alors, plutôt Microsoft dispose également d'un éditeur. Si vous travaillez dans Visual Studio déjà, vous avez un IDE qui fournit en principe tous les mécanismes, les outils qui facilitent le développement d'applications web, ou tout simplement Visual Studio Code. Ou bien, si vous voulez rester dans Eclipse, mais il faut chercher des plugins, comme d'habitude. Il y a plein de plugins qui sont utilisés pour Eclipse, mais ça reste, à mon avis, quand vous faites le développement, la partie back-end, si vous travaillez avec Eclipse, donc vous le réservez pour la partie back-end. Mais si vous voulez travailler la partie front, bon, j'ai testé beaucoup de plugins sur Eclipse, ça reste toujours limité par rapport à, c'est-à-dire à ce qui est offert par des IDE qui sont faits pour le développement web, comme par exemple WebStorm. Ça veut dire que pour moi, je vous conseille d'utiliser donc un IDE pour la partie back-end, tout dépend de la technologie que vous utilisez. Par exemple, si pour le cas de Java J2E, vous utilisez Eclipse ou bien IntelliJ. Et pour la partie front, donc vous utilisez par exemple WebStorm. Alors, sauf que si vous utilisez bien sûr IntelliJ, vous savez que PHP Storm et IntelliJ donc inclut donc les fonctionnalités de WebStorm. C'est-à-dire si vous êtes dans ces IDE, a priori vous pouvez toujours rester sur PHP Storm. Par exemple, pour les gens qui travaillent avec PHP, ils utilisent PHP Storm pour développer aussi bien la partie back-end PHP, aussi bien avec PHP Storm vous pouvez développer la partie front de l'application. C'est toujours pareil. Alors, autrement, si vous ne voulez pas utiliser un IDE intégré, donc vous utilisez les éditeurs de texte classiques comme Atom, Sublime Text, etc. Donc, c'est des simples bloc-notes ou un IDE quelconque, mais généralement, c'est toujours intéressant de faire appel à un assistant qui permet de faciliter ce travail. Alors, l'installation, il est toujours en cours. Alors, une fois que le projet il est créé, donc je vais vous décrire d'abord la structure d'un projet, comme ça vous allez comprendre donc, cette logique de Angular. Alors, dans le projet en principe, dans le projet généré généralement, vous y trouverez un certain nombre d'outils. Donc, il y a un dossier, un certain nombre de dossiers. Il y a dossier d'abord Node Modules. Alors, il faut le connaître parce que toutes les dépendances que vous installez dans votre projet avec l'outil npm, parce qu'après on va utiliser npm install pour télécharger des dépendances. Alors toutes les dépendances se trouvent dans le projet, dans le dossier Node Module. Et après par la suite vous avez un dossier source, alors, en fait qui constitue, si vous voulez, le code source de l'application. À l'intérieur du dossier source vous y trouverez principalement, il y a un fichier qu'il faut identifié, c'est index.html. Donc je vous rappelle qu'avec Angular, on crée des applications dites SPA, Single Page Application. Alors tout à l'heure, donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le fichier index.html. Il n'y a pas grand-chose, mais tout le reste, en quelque sorte, donc vous allez le trouver dans les composants web, dans les services, dans tout ce qui concerne les composants qui constituent une application Angular. Donc que je vais vous détailler. Alors après, donc il y a un dossier app. Vous allez trouver donc la logique applicative. Alors en principe, vous allez voir par défaut que l'application Angular générée,
il vous génère un module principal, parce qu'on va voir qu'une application Angular se compose de plusieurs modules. Il y a un module racine, si vous voulez, ou bien un module principal. Et après, il vous génère un composant web. Alors, nous allons voir que par la suite qu'un composant web, en principe, se compose de 3 à 4 fichiers, si vous voulez. Il y a un fichier app.component.html, donc c'est ce qui constitue donc la partie HTML des composants, c'est-à-dire c'est ce qui va s'afficher. Il y a app.component.ts, c'est-à-dire la partie TypeScript. Généralement, c'est une classe du composant dans laquelle on va déclarer les données qui vont être affichées dans la partie HTML. Si vous voulez, ça représente le modèle. Quand vous êtes dans le pattern model view ou bien view model, donc si vous voulez, app.component.html, ça représente la vue. Et app.component.ts, ça représente le modèle, parce que c'est là où il y a toutes les données qui s'affichent au niveau de la vue. Et après, donc, il y a un fichier app.component.css, donc, dans lequel vous pouvez mettre des codes CSS pour ce composant. Et après, il y a un fichier, donc, c'est pour les tests unitaires. Donc, on va le voir tout à l'heure, app.component.spec.ts, qui est généré quand vous allez tester, quand vous voulez faire les tests unitaires, si vous voulez, des composants d'une application Angular. Alors, en principe, il devrait déjà terminer cette opération. Alors, vous voyez donc qu'il vient d'installer le projet. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais éditer mon projet. Bon, si vous voulez tester, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez démarrer le serveur, vous utilisez ngserve, mais il faut se positionner dans le projet. C'est-à-dire cd. Notre projet, on l'a appelé... comment on l'appelait déjà? Inc4 app. Voilà. Alors, je suis dans le projet, je peux utiliser ngserve. Alors, sans doute, si vous développez la première application Angular, c'est ce que vous allez faire. Donc, installez Node.js. Après, vous mettez npm install Angular CLI. Et après, vous mettez ng-new pour créer un projet. Et après, vous utilisez ngserve pour tester le projet. Alors, en principe, cette opération, comme je disais, donc ngserve, comme je viens de vous montrer tout à l'heure, qu'est-ce qu'il permet? Vous voyez, donc déjà, il est en train de faire un build. Il construit l'application parce qu'il y a beaucoup de fichiers JavaScript, il y a beaucoup de fichiers CSS. Tout cela, il va le packager dans des fichiers JavaScript et après avec un fichier index.html. Alors, ce travail-là, il le fait. Une fois qu'il termine cette opération, il va démarrer donc le serveur, un serveur local Node.js. Normalement, ça devrait se faire assez rapidement. Il démarre un serveur local Node.js utilisant le port 4200. Alors, je suis à 92%. Bon, d'ailleurs, il sera indiqué quelque part. Donc, il a démarré si vous regardez au début, donc vous allez trouver... Bon, peu importe. Alors, je vais lancer le navigateur et vous testez. Votre application, c'est localhost 4200 et vous allez voir, il y a une application qui démarre. Pour le moment, pas grand-chose. Alors, nous allons voir par la suite que nous aurons besoin d'afficher les outils de développement parce que c'est très important de savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a du JavaScript, après s'il y a des erreurs JavaScript, s'il y a des problèmes de syntaxe, donc on va les voir donc, sur la console, c'est-à-dire du navigateur. Et quand on va faire l'interaction avec le serveur, on peut voir les requêtes HTTP qui sont envoyées vers le serveur dans, bien sûr, l'outil, dans la partie network. Alors ça, c'est le premier test. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrêter le serveur, oui, et je vais éditer le projet. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais chercher WebStorm. Ça va? Approchez-vous, approchez-vous.
Bien, alors donc WebStorm, si vous voulez, c'est un IDE. Donc c'est l'un des IDE que je peux utiliser. Je disais donc on peut utiliser au lieu de WebStorm, Visual Studio Code, on peut utiliser donc PHP Storm, on peut utiliser Eclipse, on peut utiliser IntelliJ. Donc il existe plusieurs IDE ou tout simplement de simples éditeurs de texte comme Sublime Text ou Atom, ou ainsi de suite. Alors de toute façon pour notre cas, donc on va utiliser WebStorm. Donc ça suppose que maintenant en plus de Eclipse, vous devrez avoir WebStorm. Vous avez deux IDE. Eclipse pour la partie backend et WebStorm c'est pour la partie front. Parce qu'en fait la partie backend que nous développons, c'est la partie basée sur Java J2E. Et donc on va continuer toujours à utiliser Eclipse. Bon, relativement, c'est un outil qui bouffe de la mémoire, donc il faut avoir un peu il faut avoir assez d'espace mémoire, donc surtout au démarrage, il a besoin d'indexer les fichiers. Donc, si vous avez une machine plus à l'aise, en principe, ça se fait plus rapidement. Mais une fois que tout est chargé en mémoire, en principe, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, alors maintenant, je vais, avec WebStorm, je vais créer un projet. Nouveau projet. Alors le projet, il est déjà créé, il a été déjà généré dans un dossier. Donc, il suffit donc de parcourir et de chercher donc le projet qui a été généré par la commande ng new. Donc je suis dans Workspace, Angular 2. Et le projet s'appelle Ang4 App. Voilà. Créer. Yes. Et après, je vais l'ouvrir dans cette fenêtre. De toute façon, je n'ai pas besoin d'ouvrir plusieurs projets. Ou bien dans une nouvelle fenêtre si vous voulez ouvrir plusieurs projets. Donc ici, donc, je suis sur la même fenêtre où je vais éditer le projet. Bien, alors donc voilà la structure du projet comme je vais continuer à vous expliquer directement ici. Alors vous voyez donc ici vous avez donc, comme je disais, vous avez un dossier qui contient, normalement qui est réservé pour la configuration du projet. Donc pour le moment on ne va pas trop en parler. Vous avez le dossier node module dans lequel vous allez trouver toutes les dépendances. Alors d'ailleurs par défaut, alors en fait toutes les dépendances que vous voyez là, c'est des modules JavaScript. Donc, il y a plein de choses qui sont utilisées dans un projet Angular. Il y en a d'autres que vous allez installer vous-même. Donc ça c'est les dépendances. Bon. Alors d'ailleurs toutes les dépendances qui sont là, si vous regardez dans votre projet, vous trouverez un fichier qui s'appelle package.json. Alors dans un projet généralement JavaScript basé sur Node.js, il y a toujours ce fichier package.json. Si vous essayez de l'ouvrir, qu'est-ce que vous allez trouver généralement? Vous trouverez la liste des dépendances qui sont utilisées. Alors si vous cherchez là, donc vous trouverez les dépendances. Vous voyez, donc il y a Angular Animation, Angular Command, Compiler, Core, etc. avec les versions. Donc en principe, vous avez... Alors tout ça, c'est assez classique. Ce fichier-là, donc, et après, donc ça, c'est les dépendances qui sont utilisées pour le moment. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est dans notre projet, nous avons le dossier source. Donc ça, c'est ce qui nous concerne pour notre application. C'est là où vous allez passer le temps de développement. Et dans ce dossier source, on va essayer donc de voir, d'abord, il y a le fichier principal qui s'affiche, c'est index.html. Alors si on essaie de regarder donc index.html, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Donc qu'est-ce qu'il y a? Une simple page HTML dans laquelle vous allez trouver tout simplement dans body, on va inclure un élément, un composant web qui s'appelle AppRoot. C'est un composant web. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure AppRoot, c'est quoi en fait. Tout ce qui s'affiche tout à l'heure, si vous vous rappelez, tout à l'heure on avait affiché quelque chose là, n'est-ce pas? Tout ce qui est affiché, ça, c'est tout simplement le composant qui s'appelle AppRoot, qui nous affiche ce logo avec ce texte. Donc on va voir à quel niveau on va trouver ces éléments. Mais en principe, dans ce fichier-là,
normalement, il faut également, vous allez trouver des liens vers JavaScript, vers AngularJS, vers beaucoup de librairies d'Angular, mais par défaut, ils ne sont pas là parce que c'est Angular CLI qui va le faire. Quand vous compilez, quand vous démarrez le serveur, ou bien quand vous faites un build, il génère le fichier index.html qui sera généré, on va voir, il est différent de celui que vous voyez là. Parce qu'après lui-même, il va ajouter donc les liens vers les librairies JavaScript. Donc vous n'avez pas besoin de le faire. Vous n'avez pas besoin de déclarer les liens vers CSS JavaScript. Nous allons voir que Angular CLI, il vous offre des moyens c'est lui qui va le faire au moment de l'opération de construction de l'application. Alors maintenant, parmi les fichiers qui vont être inclus dans l'application, il y a bien sûr Angular Framework, c'est le noyau de Angular, mais il y aura un fichier principal qu'on va retrouver d'ailleurs dans la racine, c'est main.ts. Donc ce fichier-là, il sera converti à un moment donné en main.js. Alors qu'est-ce qu'il y a dans main.ts? Bon, ça c'est le premier code JavaScript, si vous voulez, qui va se charger. Donc, vous trouverez Platform Browse Dynamic, Bootstrap Module. Et vous trouverez App Module. Alors ça veut dire que ce fichier-là, main.ts, il doit démarrer, parce que nous allons voir que dans une application Angular, il se compose d'un ensemble de modules. Parmi les modules, il y aura un module principal, c'est-à-dire celui qui va démarrer en premier lieu. C'est ce qu'on appelle root module, ou bien le module principal, le module racine. Alors ici, donc, c'est le module principal qui va démarrer. Alors pour le moment, dans une application Angular, vous devrez avoir minimum un module. Et pour le moment, le module s'appelle app module. Alors on va voir maintenant ce fichier-là, module, qu'est-ce qu'il contient. Alors vous allez le trouver dans le dossier app. Alors dans le dossier app, vous allez trouver, il y a un fichier qui s'appelle app.module.ts. Donc c'est bien ça le module. Alors on va essayer de l'ouvrir, l'éditer. Alors comme vous pouvez le constater, ici donc un module c'est une classe qui s'appelle app module. Parce que quand on déclare un module ou bien une classe, on utilise ou bien un composant, on utilise sa classe, le nom de la classe. Alors d'ailleurs, vous voyez ici dans main.ts, que vous voyez là, c'est le nom de la classe. Ce n'est pas le nom du fichier, c'est le nom de la classe du module. Alors qu'est-ce qu'il y a dans app module? Alors comme vous le voyez, bon, un module, c'est une classe. Alors dans TypeScript, pour créer une classe, on utilise classe, le nom de la classe. Alors on utilise export généralement parce que la classe il pourra être réutilisée dans d'autres modules. En principe, le mot export il sert à ça. Mais en même temps, la classe doit être précédée par un décorateur. En fait, les décorateurs dans Angular, c'est l'équivalent des annotations pour le cas des applications Java par exemple. Alors, il y a le décorateur qui s'appelle ngModule, qui contient un ensemble de directives. Alors d'abord, il y a la directive déclaration. Alors dans déclaration, c'est là on déclare les composants. À chaque fois que vous créez un nouveau composant web, que vous voulez utiliser dans l'application, il doit être déclaré dans la liste des déclarations. On ne peut pas utiliser un composant dans l'application Angular s'il n'est pas déclaré dans cette clause déclaration. Alors en plus, le module lui-même, il peut utiliser d'autres modules. Alors pour utiliser d'autres modules à l'intérieur de ce module, vous aurez besoin de les importer. Alors on va voir, il y a beaucoup de modules qu'on va utiliser au fur et à mesure que nous construisons l'application. Donc on va les déclarer dans imports. Ensuite, nous allons voir que dans providers, on spécifie les services. Parce que dans une application, il y a les composants web qui représentent la logique de présentation, c'est ce qu'on affiche. Mais il y aura également ce qu'on appelle les services dans lesquels on va effectuer les traitements. En fait, tous les traitements de l'application, que ce soit du côté client ou bien côté back-end, généralement, on va les attribuer à ce qu'on appelle des services. Et dans ce cas-là, on aura besoin de déclarer ce qu'on appelle des fabriques de services. À ce niveau-là, je vais vous montrer comment le faire. Et comme vous voyez, uniquement pour le module principal, en fait, dans le module, vous avez Bootstrap. Uniquement pour le module principal ou bien d'autres modules, vous devrez spécifier quel est le composant, vous voyez donc le module, quel est le composant qui va démarrer en premier lieu. Parce que quand on affiche dans l'application, les composants sont, si vous voulez, sont affichés sous forme d'une hiérarchie, c'est un arbre. Mais le premier composant qui représente, si vous voulez, les composants racines
de l'arbre. Donc ici, on va le déclarer dans Bootstrap. C'est ce qu'on appelle root component. C'est le composant de démarrage. Et vous voyez donc le composant de démarrage, c'est quoi? C'est app component. Donc logiquement, c'est ce composant-là qu'il faut maintenant voir qu'est-ce qu'il contient. Alors, où est-ce qu'il se trouve ce composant? Il est là. Alors en fait, comme je disais, Angular se base sur la notion de programmation orientée composant web. Et un composant web, c'est ce qui s'affiche. Tout ce qui s'affiche dans une application basée sur Angular, c'est des composants. Alors en principe, un composant, ça peut être un bouton, ça peut être un menu, ça peut être une partie de l'application. Donc ce qui fait que d'une manière générale, on va voir tout à l'heure que le composant, c'est l'élément principal des applications Angular. Bon, un composant se compose principalement de 4 fichiers. Alors, il y a un fichier app.component.html. Alors ça, c'est la partie HTML des composants. Alors, vous voyez tout à l'heure, tout ce qui est affiché là, d'ailleurs, c'est le composant qui s'affiche en premier lieu. Ce logo et ce qui était affiché au début, ben, tout simplement, c'est ce que nous avons ici. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer tout ça. Et je vais mettre juste un simple paragraphe que je vais appeler app component. Bon. J'enregistre. Alors tout à l'heure, j'ai arrêté le serveur, je vais le démarrer, comme ça on pourra tester au fur et à mesure que nous faisons des modifications. Alors pour ne pas aller sur ligne de commande, vous avez directement ici l'onglet terminal, ce qui permet donc d'aller directement vers le dossier et vous effectuez les opérations. Alors si vous n'avez pas cette barre-là, vous allez la trouver dans View Toolbar. Alors ng, quoi? Ça, je vous rappelle. Donc il y a la partie HTML du composant, c'est ce qui s'affiche. Et après il y a la partie, qui représente la classe des composants, parce qu'on affiche des données, mais toutes les données que nous affichons ici, ils sont stockés dans un objet qui représente le composant, si vous voulez, qui représente le modèle. C'est-à-dire, bon, c'est la classe du composant. Et en même temps, à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit ici, on fait appel à des fonctions qui se trouvent dans la classe du composant. C'est-à-dire, c'est la partie TypeScript du composant web. Alors ici, donc, c'est ce que nous allons voir ici. La partie TypeScript. Alors, comme vous voyez, maintenant, un composant, un web component, c'est quoi? La partie TypeScript du composant web, c'est une classe. Alors, vous voyez, donc, la classe, elle s'appelle App Component. Alors, dans laquelle je peux déclarer des données. Par exemple, je vais déclarer une variable qui s'appelle contact. C'est un objet égal. Bon, c'est un objet JavaScript, donc je vois directement les accolades, dans lequel je mets par exemple name, la valeur par exemple mai, email, point par exemple peu importe. Donc ça c'est juste qu'est-ce que je viens de déclarer dans la classe des composants. Je viens de déclarer un objet qui contient donc les informations sur le contact. Alors sauf que vous allez constater une chose au début si vous travaillez en tout cas avec Angular 4, c'est que en fait le compilateur de TypeScript il est configurable. En fait, par défaut, il est configuré d'une manière un peu trop stricte. C'est-à-dire, logiquement, si vous voulez que la syntaxe soit correcte, dans cette configuration, ici, vous êtes obligé d'utiliser contact égal espace. Il faut encore utiliser vous ne pouvez pas utiliser donc des double quotes, il faut utiliser de simples quotes. Et en plus, il faut mettre ici espace, simple quote. Tout ça, je vais vous montrer comment éviter tous ces problèmes-là. Ça, c'est juste parce qu'en fait, dans la configuration des compilateurs TypeScript, il est configuré de façon à être trop sévère, si vous voulez, dans la syntaxe. Parce qu'en fait, alors que vous, en fait, à vrai dire, vous n'êtes pas obligé de respecter toutes ces règles. Alors, je vais annuler ça et je vais vous montrer comment
Si vous voulez travailler librement, donc vos syntaxes, c'est-à-dire sans trop imposer de conditions dans l'éditeur, je le laisse comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que ça, vous allez le faire en quelque sorte une fois pour toutes sur votre projet. Il y a un fichier à la fin du projet qui s'appelle tslint.json. Alors ce fichier-là, donc il contient, c'est la configuration en quelque sorte, dans lequel il y a un élément qui s'appelle les règles, rules, les règles qu'il faut que le compilateur respecte, parce que si une règle n'est pas respectée, il vous souligne en rouge. Alors si vous voulez, ici donc je ne veux pas trop imposer beaucoup de conditions au début, je vous recommande de supprimer tout ça jusque là. C'est-à-dire que l'élément rules, donc pour le moment il contient rien. Après par la suite, si vous voulez vous-même ajouter des règles, par exemple, je vous donne juste un exemple, si vous voulez, quand vous déclarez une variable deux fois, si vous voulez qu'elle vous souligne en rouge, c'est une règle, il faut la déclarer ici. Quand vous avez une variable déclarée non utilisée, si vous souhaitez qu'elle vous souligne en rouge, vous le déclarez ici. Bon. Mais dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc c'est-à-dire que si vous voulez, vous enregistrez ce fichier-là. Et si vous enregistrez le fichier, si vous revenez au composant, vous allez voir que l'erreur de tout à l'heure n'est plus signalée. Parce qu'en fait, maintenant, les règles ont été supprimées si vous voulez. Alors donc, ici, donc, ça c'est la classe du composant. Mais la classe d'un composant, un composant, si vous voulez, un web component Angular, c'est une classe qui utilise le décorateur. Component. Alors, ce décorateur component, il contient les éléments suivants. Alors, d'abord, il y a selector. Vous suivez? Alors, oui. Alors, selector, c'est le nom de la balise. Vous représentez, c'est le nom de la balise qu'on peut utiliser pour insérer ce composant dans la partie HTML. Alors, par exemple, si vous l'appelez comme ça, my, tout court, c'est juste un exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux afficher ce composant-là, si je veux afficher ce composant-là dans l'application, et d'ailleurs vous allez voir dans la partie, vous vous rappelez, index.html, index.html, le seul élément qu'il contenait c'était uproot, n'est-ce pas? Mais bon, uproot, c'était un élément qui représentait cet élément-là, plutôt. C'est pas ce que je voulais dire, si vous voulez. Alors, component uproot. Ah. Voici bien, ça c'est uproot. Donc, je vais mettre, si vous voulez, le composant my. Alors, si vous voulez qu'il s'affiche dans l'application, dans votre application, maintenant, on ne va plus utiliser ça, mais on va utiliser le composant qui s'appelle my. C'est-à-dire que le sélecteur, ça représente le nom de la balise que vous associez au composant pour l'insérer. Alors, a priori, donc, vous allez d'ailleurs remarquer qu'une fois que vous compilez, et une fois que vous enregistrez le fichier, à chaque fois que vous enregistrez le fichier, il recompile, et vous n'avez pas besoin d'actualiser donc ça. Vous voyez donc le message qui s'affiche à ce niveau-là. Alors en tout cas, donc, ça, nous allons voir que pour insérer un composant, on peut lui spécifier un sélecteur. Alors le sélecteur, ça peut être soit le nom de l'élément qui va être utilisé, comme ça peut être le nom d'une directive ou bien d'un attribut. Alors si vous le mettez entre crochets, ça veut dire que si vous mettez maintenant, si vous enregistrez, voyez, donc vous allez voir, si vous enregistrez, vous n'allez rien voir parce qu'en fait, notre composant ne peut plus être inséré avec la balise my. Mais tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens vers index.html et je vais utiliser, pour l'insérer, je vais l'insérer en tant qu'attribut dans un élément quelconque HTML. Vous écrivez un div et vous utilisez un attribut qui s'appelle my tout court. Alors, vous pouvez utiliser égal quelque chose. Alors vous voyez, donc ça c'est une autre manière de faire, enregistrer. Et vous allez voir maintenant l'élément il va apparaître à ce niveau-là. Donc ça c'est si vous voulez l'insérer en tant qu'attribut. Ou bien
La troisième possibilité, c'est de l'insérer en tant que classe CSS. En tant que classe. Comment? Alors dans ce cas-là, on va utiliser dans le composant, on va utiliser .my. Alors quand vous utilisez point, ça veut dire que vous allez voir maintenant si vous enregistrez, bon, il ne va plus s'afficher, parce que là, voilà, il n'y a rien. D'ailleurs, il y a une erreur, il vous dit que ça n'existe pas. Alors si vous voulez l'afficher, donc on va utiliser dans la partie index.html, on va utiliser div class égale à quoi? Égale my. Ça veut dire que dans ce cas-là, le composant, on va l'insérer via l'attribut classe HTML. Alors dans ce cas-là, il sera inséré, comme vous pouvez le voir. Alors bref, donc vous avez trois possibilités pour insérer donc un composant via le selector. Donc soit par le nom de la valise utilisée, soit par l'insérer en tant qu'attribut d'un élément HTML, soit l'insérer comme étant une classe CSS, si vous voulez, d'un élément. Alors ça, c'est ce qui concerne le composant. Alors ici, en principe, cet élément-là, on ne le change jamais, c'est-à-dire on ne le change pas, donc on va garder donc, le nom qui a été utilisé, c'était app-root. Alors on ne va pas le toucher, mais si on revient vers index.html, on devrait trouver, on devrait laisser également ces app-root. Alors maintenant, notre élément app-root, c'est bien ça. Donc il y a la partie HTML, il y a la partie TypeScript qui s'affiche, qui est ici. En fait, la partie TypeScript, c'est la classe du composant. Alors pour le moment, dans laquelle j'ai déclaré donc un objet contact, mais cet objet-là, je veux l'afficher dans la partie HTML. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors si je veux l'afficher, ben, je vais utiliser donc je vais utiliser par exemple paragraphe P. J'utilise un élément UL par exemple. LI name 2 points. Alors pour afficher maintenant cet objet-là qui s'appelle contact, je vais utiliser une opération qui s'appelle data binding. Data binding, c'est la liaison aux données. Dans la partie HTML, je vais afficher les données des variables qui sont déclarées dans la classe du composant, c'est-à-dire dans le modèle. Alors pour cela, donc, je vais vous montrer tout à l'heure, il existe plusieurs moyens pour faire le data binding. Parmi les solutions offertes, il y a ce qu'on appelle string interpolation. Alors vous utilisez donc double accolade et vous mettez directement l'objet contact. Ça c'est un objet qui existe déjà, il l'a reconnu. Point. En principe, je devrais trouver ici name. Alors ici, donc, qu'est-ce que je suis en train d'afficher? Je suis en train d'afficher l'attribut name de l'objet contact qui est déclaré dans la classe du composant. C'est-à-dire la classe du composant pour nous, donc ça représente ici le module, le modèle si vous voulez. Vous suivez jusque-là? Donc j'essaie d'y aller tout doucement, comme ça vous allez comprendre la logique, parce qu'après, par la suite, donc ça va tellement vite. Alors, donc ici, donc, je fais la même chose. Je vais afficher par exemple email. Je vais utiliser contact.email. Alors, quand vous utilisez cette syntaxe-là, double moustache, on l'appelle double moustache parce que, en fait, dans l'origine de cette syntaxe double accolade, c'est un framework qui s'appelait moustache. Donc, il utilisait, donc, c'est-à-dire cette directive comme ça. Donc, mais après, il a été conservé dans pas mal de frameworks. Il y a des frameworks JavaScript qui utilisent des dièses, il y en a d'autres qui utilisent des crochets, il y en a d'autres. Donc, en fonction du moteur de template, n'est-ce pas, qui est utilisé. Alors, on va enregistrer. Alors, si vous regardez donc l'application, donc on va voir, alors, il recharge et juste après, donc je vais voir, je vois le nom et l'adresse mail. Donc, ça veut dire que ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de vous initier à l'opération qui s'appelle data binding. Data binding, c'est la liaison aux données. Alors, ici, principalement, je vous ai montré comment utiliser ce qu'on appelle string interpolation. Alors maintenant,
Nous allons commencer à rentrer dans les détails, mais avant de cela, je vais terminer d'abord l'explication de la classe des composants, c'est-à-dire des composants web. Donc, je disais donc un composant web, c'est une classe qui utilise le décorateur component. Le décorateur component, il contient trois attributs, trois directives. Le premier, c'est selector, qui représente le nom, qu'il est le sélecteur que vous voulez utiliser pour insérer le composant dans la partie HTML. Je viens de l'expliquer. Template URL, ça représente le nom des documents HTML qui représentent la vue. Ça, c'est si vous voulez, ça c'est le modèle et ça c'est la vue. Et vous voyez donc ici le fichier s'appelle app.component.html. C'est bien ça. Donc je fais la liaison vers l'élément qui représente la vue de l'application de l'élément. Donc on utilise template URL pour spécifier directement le fichier. Alors quand vous mettez // c'est-à-dire dans le même dossier, ou tout simplement on peut utiliser template tout court. Alors quand vous utilisez template, dans ce cas-là, ce n'est plus un document .html externe, mais directement c'est du HTML. C'est-à-dire vous pouvez écrire directement ici test. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie HTML de mon composant, c'est tout simplement celle-là. Bon, il est directement le code HTML, vous l'insérez en interne avec la classe du composant, c'est pas pratique. Généralement, on ne fait pas ça. Mais si vous enregistrez, vous allez voir, ça va marcher. Donc, vous allez voir ici, à la place d'autres documents, vous allez voir le message test qui va s'afficher. Donc, on va garder ici, donc, on va le laisser tel qu'il était. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la partie vue, il se trouve là, dans le document HTML. Et le troisième élément, c'est les CSS. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater dans ce document HTML, je ne vois pas des balises, plutôt je ne vois pas une liaison vers CSS, mais par défaut, le composant, il vous indique comme quoi les styles CSS de cette partie HTML se trouvent dans un fichier qui s'appelle app.component.css. Alors si vous ouvrez ce fichier-là, app.component.css, vous n'allez rien trouver, il est vide. Ça veut dire que si vous avez des styles CSS que vous voulez ajouter pour ce composant, uniquement pour ce composant, vous les mettez là. Mais si vous voulez ajouter des styles CSS pour tous les composants qui vont être utilisés par tous les composants de l'application, il y a un fichier qui s'appelle style.css. Donc ça, c'est pour tous les composants. Mais là, ce fichier-là, ça concerne que ce composant. C'est bon? Alors j'ai parlé donc de la partie HTML, la partie TypeScript, mais il y a un dernier fichier que vous n'allez pas sans doute exploiter pour le moment, c'est pour les tests unitaires. Alors en principe, quand vous créez des composants, vous avez un moyen d'utiliser la commande ng-test. Quand vous utilisez la commande ng-test, c'est que vous voulez faire un test unitaire. Et généralement, quand vous faites les tests unitaires, donc, c'est ce fichier-là qui va être utilisé. Alors pour le moment, donc on va pas le détailler parce qu'on ne va pas l'exploiter dans un premier temps. D'accord? Alors en fait, les tests unitaires, donc Angular fait appel à un framework qui s'appelle Jasmine, qui est connu. C'est un framework JavaScript qui permet de faire les tests unitaires, si vous voulez, des applications JavaScript. Alors pour faire les tests unitaires pour les applications Java, on utilise JUnit. JUnit, c'est pour les applications Java, mais pour, si vous voulez, les applications JavaScript, il y a des outils de tests unitaires également. C'est pareil pour tous les langages de programmation. À chaque fois que vous créez quelque chose, il faut lui créer un test. Parce que dans le processus de développement logiciel, dans l'industrie du logiciel, il faut garantir que tout ce que vous faites, chaque composant, chaque classe que vous créez, il faut garantir qu'il fonctionne. Et du coup, donc, vous lui créez un test. Alors ce fichier-là, comme vous voyez, donc, pour le moment, si vous jetez un codé, donc c'est même pas la peine de lire, il a été généré. Vous pouvez même le supprimer. Alors vous pouvez même le supprimer, donc il va pas. Bon, bien sûr, je ne le supprime pas. Vous pouvez le supprimer, donc ça ne va pas entacher votre application. Mais il va être utile uniquement quand on va faire appel à la commande ng-test, qui va se charger de parcourir tous les fichiers .spec, .ts, et après il va les exécuter pour
vous donner un résultat de test unitaire. Donc, je ne vais pas pour le moment rentrer dans cette partie-là, sinon je vais compliquer la partie apprentissage de votre framework. C'est bon, vous avez compris le démarrage? Ça, c'est la première étape. Comment démarrer? C'était le premier pas. Alors maintenant, en réalité, dans une application Angular, il n'y a pas les éléments principaux d'une application Angular, ça s'appelle les composants web, les web components. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, comment créer un nouveau composant. Parce que d'une manière générale, le composant racine, c'est app.component. Généralement, le composant racine, il est fait pour représenter, si vous voulez, l'élément de base, plutôt le composant racine. Alors maintenant, si vous voulez générer d'autres composants, dans notre cas par exemple, on voudrait générer deux composants. Il y a un composant par exemple about qui affiche des informations qu'on va voir tout à l'heure. Bon, pour ne pas parler en l'air comme ça, je préfère revenir à la présentation pour vous montrer déjà les éléments qu'on vient d'expliquer.